Le désert ne pardonne pas, il n'oublie pas non plus. Dans le nord de l'Afrique, entre 1941 et 1943, deux armées se sont rencontrées sur un plateau de sable qui s'étendait sur des milliers de kilomètres depuis la Méditerranée jusqu'aux dépressions infranchissables du Sahara. L'une était l'Africa Korps, une force expéditionnaire allemande petite, mobile, presque impossible à arrêter, commandée par un homme que ses propres ennemis nommaient à voix basse, comme si le prononcer à voix haute portait malheur. L'autre était la 8e armée britannique, une machine qui a mis du temps à démarrer, mais qui, lorsqu'elle l'a fait, a écrasé tout ce qui se trouvait devant elle. Erwin Rommel, Bernard Montgomery. Deux généraux plus différents l'un de l'autre que le désert et le brouillard de guerre ne permettraient de l'imaginer. L'un attaquait avant que quiconque ne s'attende à l'attaque. L'autre construisait, calculait, attendait, et quand il frappait avec tout. Entre eux, la poussière, les chars de combat en feu, la chaleur qui atteignait 50 degrés en été, le froid brutal des nuits du désert, les canons de 88, les mines semées par demi-millions dans le sable, et les soldats des deux camps mourant si loin de chez eux que parfois les corps mettaient des jours à être retrouvés. C'est l'histoire de ce choc, de comment l'Africa Korps est parvenu à se trouver à 100 km d'Alexandrie avec l'Empire britannique tremblant au Caire, et de comment Bernard Montgomery l'a arrêté, l'a brisé, et a commencé le long chemin de retour qui se terminerait avec plus de 230 000 hommes de l'Axe se rendant en Tunisie en mai 1943. La nuit du 31 mars 1941 était silencieuse à El Agheila. Deux lieutenants britanniques, Fred Miller et James Clark du 11 T Hussards, gisaient dans leurs chars de reconnaissance parmi les dunes en regardant les positions italiennes avec leurs jumelles nocturnes. Le véhicule, camouflé en vert et jaune, portait sur son garde-boue arrière droit l'emblème de la 7e division blindée britannique, une gerboise rouge sur un cercle blanc. Miller n'était sur le théâtre africain que depuis quelques jours, le visage encore rouge à cause du soleil, arrivé de la réserve à 19 ans. Clark lui racontait des histoires sur la capture du général italien Annibale Bergonzoli, surnommé Barba Elettrica, pour sa barbe rousse qui, selon les soldats, dégageait des étincelles électriques. Sur le siège du conducteur, le caporal Felton avait préparé le dîner avec des spaghettis et des cerises en conserve, butin capturé le 7 février à Benghazi. Personne n'avait faim. Les Italiens avaient été écrasés durant l'opération Compass entre décembre 1940 et février 1941, 130 000 prisonniers, 400 chars capturés, 1200 canons. 10 divisions italiennes détruites. Une décennie de conquête coloniale italienne annihilée en 10 semaines par une force britannique 4 fois moindre en nombre. Le général Richard O'Connor, qui avait exécuté cette avancée, affirma plus tard que s'ils étaient arrivés à Tripoli cet hiver-là, la guerre en Afrique se serait terminée en 1941. Ils ne sont pas arrivés à Tripoli. Les troupes furent redirigées vers la Grèce. Et l'homme qui allait profiter de cette décision était arrivé à Tripoli le 12 février 1941. Erwin Johannes Eugen Rommel, né le 15 novembre 1891 à Heidenheim, Württemberg, fils d'un instituteur, soldat depuis ses 18 ans. Décoré de la pour le mérite lors de la Première Guerre mondiale pour des actions à la bataille de l'Isonzo en Italie, où avec une colonne de 150 hommes, il captura plus de 9000 soldats italiens en 3 jours. En 1940, il avait mené la 7e division Panzer à travers la France avec une telle vitesse que ses propres supérieurs perdèrent sa trace pendant des jours. C'était la division fantôme. Churchill en personne le décrivit devant la Chambre des communes en janvier 1942 comme un grand général au-delà des ravages de la guerre. Rommel arriva en Afrique avec le grade de général-lieutenant équivalent à général de division et avec la croix de chevalier avec feuille de chêne qu'il avait gagnée en France. Il était, dans la hiérarchie de l'armée de terre allemande à ce moment-là, le 2e officier le plus décoré, derrière uniquement un général de montagne. La décoration importait peu. Ce qu'il apportait avec lui était une manière de faire la guerre que les Britanniques en Afrique n'avaient pas encore vue de près, commandement depuis le front,
la vitesse comme doctrine, la tromperie comme première arme. Ces ordres étaient strictement défensifs. Berlin et Rome s'accordaient, le Deutsche Afrika Korps, le DAK, avait été créé officiellement le 11 février 1941 pour stabiliser le front en Tripolitaine, soutenir les Italiens démoralisés et rien de plus. Il n'y avait pas de plan d'offensive. Le haut commandement allemand était consumé par la préparation de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique prévue pour juin. L'Afrique était, dans le vocabulaire de Hitler, une distraction nécessaire mais secondaire. Le 12 novembre 1940, la directive numéro 18 du Führer avait établi que les forces allemandes en Afrique opéreraient uniquement comme soutien éventuel et limité aux forces italiennes, et seulement si celles-ci atteignaient la ligne de Mersa-Matruh. Rommel lut ces ordres, et puis il commença à planifier une offensive. Le DAK, à ses débuts, était notablement petit pour la légende qu'il allait construire. La 5e division légère qui serait transformée plus tard en la 21e division Panzer et la 15e division Panzer. Elles furent recrutées principalement au sein de la 3e division Panzer, sans aucun programme d'entraînement spécifique pour combattre dans le désert. Un détail que le colonel Jesus Martinez de Merlon, dans son analyse de l'Afrika Korps, a souligné explicitement. C'était un mythe que ces troupes aient été sélectionnées ou préparées pour la guerre du désert. Elles arrivèrent comme un corps motorisé conventionnel sur un théâtre d'opération qui ne ressemblait à aucun autre endroit sur Terre. Pour compenser son infériorité numérique, Rommel employa dès le premier jour la guerre psychologique avec une inventivité qui laissa déconcerter les services de renseignement alliés. Il fit monter des moteurs d'avion sur des camions pour soulever des nuages de poussière qui simulaient des colonnes blindées inexistantes. Ces techniciens de reconnaissance, les mêmes qui en France avaient utilisé des ruses similaires, construisirent des silhouettes en carton en forme de Panzer IV qui étaient placées sur des Volkswagen. Et il fit circuler de fausses informations à travers des sources qu'il savait surveiller par les services de renseignement britanniques. Le général Archibald Wavell, commandant du Moyen-Orient, reçut des rapports de ses agents à Berlin disant que toute offensive allemande avant la fin du mois de mai était impossible. Hitler l'avait ordonné expressément. Les rapports étaient corrects. Les agents étaient fiables. Hitler l'avait bien ordonné. Le problème est que Rommel n'écouta pas. Le 31 mars 1941, Rommel attaqua. Il attaqua avec la moitié des chars qu'il aurait dû avoir. La 15e Panzer Division n'était pas encore arrivée dans sa totalité. Les véhicules tombaient en panne durant les déplacements par route, avec une fréquence qui désespérait les ingénieurs. Et Rommel lui-même signalerait plus tard qu'à 15 km de marche, la moitié des chars avaient déjà été perdus par des pannes mécaniques et l'Afrika Korps disposait d'environ 40 Panzer III et 10 Panzer IV pour commencer la campagne. Les Panzer III portèrent des canons de 50 mm, les Panzer IV des canons de 75 mm à canon court, supérieurs en puissance, mais pas encore dans la variante à canon long qui apparaîtrait plus tard. En face, ils avaient la 2e division blindée britannique, affaiblie parce que ses meilleures unités avaient été envoyées en Grèce. La défense de la Cyrénaïque reposait sur une brigade dont le 2e régiment avait été doté de 50 chars capturés de fabrication italienne, le Cruiser Mark III, et l'A9, parce que les propres véhicules britanniques étaient en Grèce. Rommel étudia les rapports de reconnaissance aérienne, calcula qu'il pouvait y arriver et se lança dans le vide. Il le fit dans 3 directions simultanées. Ses ordres au commandant de colonne étaient succincts, avancés. S'il se perdait, il les retrouverait lui-même depuis son avion Fieseler Storch, volant à basse altitude au-dessus du désert, indiquant par des gestes la direction correcte. Les Allemands entrèrent à Al-Agheila le 24 mars, à Mersa El Brega le 31 mars, et le 4 avril, ils avaient déjà pris Derna et les forces italiennes reconquéraient le port de Benghazi. Paul Carrel, dans Les Renards du désert basé sur des témoignages directs de plus de 1000 soldats, décrit la vitesse de l'avancée comme quelque chose qui laissa les propres officiers allemands sans voix. Une colonne de reconnaissance captura presque au passage plusieurs généraux britanniques réunis à l'hôtel d'Italia de Benghazi, en train d'étudier des cartes.
Parmi les capturés se trouvait le général Philippe Nimes, commandant en chef de la Cyrénaïque, et le général Michael Gambier-Paris, qui, seulement quelques jours auparavant, avait lu le dossier de Rommel sans trop d'inquiétude. Le dossier disait que le commandant de l'Africa Korps était un type agressif. Ayant atteint la frontière avec l'Égypte, l'Africa Korps encercla Tobrouk. La garnison australienne, sous le commandement du général Leslie Morshead, décida de résister. Ils étaient environ 36 000 hommes à l'intérieur d'un périmètre circulaire de 48 km, soutenu par des barbelés, des champs de mines et des tranchées concentriques que les Italiens avaient construits pendant des années. Les navires de la marine australienne et britannique la ravitaillaient par mer. Rommel ne s'y attendait pas. Il pensa qu'un coup de main suffirait. Le premier général qui commanda la 15e division Panzer en arrivant sur le théâtre africain, le général Johannes von Prittwitz, un gaffron, fut tué lors d'une des premières tentatives d'assaut direct. Tobrouk devint une épine que Rommel ne pouvait pas s'extraire. Avec la forteresse aux mains de l'ennemi sur son flanc et ses arrières, l'Africa Korps ne pouvait pas s'aventurer en Égypte en toute sécurité. Les lignes de ravitaillement arrivaient de Tripoli par une unique route côtière et Tobrouk interrompait cette artère. Pendant ce temps, Berlin envoyait des messages furieux. Rommel avait désobéi à des ordres directs, mais il avait gagné la Cyrénaïque. Et les armées qui gagnent ne passent pas en cour martiale. Le problème de l'Africa Korps n'était ni le courage ni le commandement tactique, c'était l'arithmétique implacable du désert. Pour comprendre ce qui suivit pendant 2 ans, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la guerre dans le désert du point de vue logistique, car sans cette compréhension, les victoires et les défaites semblent capricieuses alors qu'elles ne le sont pas du tout. La campagne nord-africaine s'est disputée sur un couloir de 2000 km de long qui suivait la côte de la Méditerranée entre Tripoli et Alexandrie. Le terrain intérieur était pratiquement infranchissable pour de grandes formations motorisées, sauf en certains points spécifiques. Le plateau de Gebel, l'escarpement de Halfaya, les cols de l'Atlas tunisien plus à l'ouest. Cela signifiait que celui qui contrôlait la route côtière et les ports contrôlait tout. Et celui qui dépendait de ravitaillements venant de loin dépensait une fraction énorme de ces ravitaillements rien que pour les transporter. Sur les 250 000 soldats allemands qui combattirent en Afrique pendant toute la campagne, la majorité traversa la Méditerranée depuis Naples ou Tarente dans des navires de charge surchargés sous la menace constante des sous-marins et des avions torpilleurs britanniques. Le trajet durait jusqu'à 84 heures. Entre janvier et mai 1941, 11 navires de ravitaillement allemands, 42 000 tonneaux de jauge brute furent coulés. Le 16 avril de cette année-là, un convoi entier fut intercepté par la Royal Navy à 2:20 heures. L'Arta, l'Egina et l'Iserlohn coulèrent avant l'aube. La Dana brûla pendant 12 heures avant de disparaître. Le jour suivant, ce fut le tour du Samos. Quand un navire coulait, ce n'étaient pas seulement des hommes qui disparaissaient. Le 22 juillet 1941, le navire Preußen fut coulé par un impact direct de bombes près de Pantelleria. Il transportait 600 soldats, 6000 tonnes de munitions, 1000 tonnes d'essence, 1000 tonnes de provisions, 3000 sacs de courrier postal et 300 véhicules de toutes sortes, incluant les premiers exemplaires des bombes de 4000 livres destinées à la Luftwaffe et la première batterie de canons de 21 cm. 200 soldats et marins n'arrivèrent jamais en Afrique. Le Preußen était un navire parmi des dizaines. La raison de tout cela s'appelait Malte. L'île rocheuse, à 350 km de Tripoli et à 90 de la Sicile, était la base navale et aérienne depuis laquelle les Britanniques attaquaient tous les convois de l'Axe. Leurs sous-marins, leurs avions torpilleurs et leurs bombardiers opéraient depuis des cavernes creusées dans la roche calcaire, protégés des attaques aériennes par une épaisseur de roche qu'aucune bombe ne pouvait atteindre. Le vice-amiral Assmann, l'un des plus grands experts navals allemands de la Seconde Guerre mondiale, écrivit plus tard « Si les Italiens avaient été japonais, ils auraient ouvert la guerre le 10 juin 1940 en faisant un Pearl Harbor sur Malte, qui à ce moment-là n'était qu'une base défensive. Mais les Italiens ne furent pas japonais. Ils entrèrent en guerre en juin 1940 avec 70% de leur division sans effectif complet
avec la majorité de leur formation blindée sans un seul char opérationnel et sans réserve de combustible pour des opérations prolongées. Le maréchal Badoglio avait averti Mussolini au Palazzo Venezia. « Duce, êtes-vous conscient que l'Italie est complètement impréparée du point de vue militaire ?» Mussolini l'écarta avec une phrase qui résumait sa conception de la guerre. « L'histoire ne peut se mesurer en nombre de chemises. » À la fin de l'année 1941, les dommages infligés par Malte au convoi de l'Axe atteignaient 75% des cargaisons envoyées lors de certaines périodes. Rommel le savait. Kesselring le savait. Mussolini le savait. Tous s'accordaient sur le fait que Malte devait être prise. Et pourtant, l'attaque sur Malte, l'opération Hercule, planifiée pour le printemps 1942 avec 100 000 parachutistes italiens et allemands, fut annulée quand Hitler céda aux pressions de Rommel pour avancer d'abord sur l'Égypte, après Tobrouk. La déesse des victoires ne sourit qu'une fois, télégraphia Hitler à Mussolini pour justifier la priorité donnée à l'Égypte sur Malte. Ce fut l'une des erreurs stratégiques les plus coûteuses de toute la campagne. Sans Malte neutralisée, chaque victoire tactique de Rommel était provisoire. Il gagnait du territoire, mais pas les ravitaillements pour le maintenir. À l'intérieur du continent, le problème se multipliait. Les colonnes de camions qui transportaient l'essence, les munitions, l'eau, la nourriture et les pièces de rechange depuis les ports de déchargement jusqu'à la ligne de front consommaient 30% de leur cargaison durant le trajet quand la distance dépassait les 200 km. Quand elle dépassait les 800 km, ce qui était la distance entre Tripoli et la frontière égyptienne, l'équation était catastrophique. Les conducteurs de ces camions, jamais mentionnés dans les communiqués de la Wehrmacht, conduisaient 100, 150, parfois 300 km par jour sur des pistes de sable, réparant 8 ou 10 crevaisons par journée sous une chaleur qui atteignait 60 degrés sur les capots des véhicules. Le colonel Bayerlein, chef d'état-major de l'Africa Corps pendant une bonne partie de la campagne, le résuma en des termes qui ne laissaient place à aucune ambiguïté. La majorité du carburant consommé en Afrique n'arrivait pas aux chars au combat, il brûlait dans les camions qui le transportaient. C'était la toile de fond permanente de toute l'épopée de l'Africa Corps. Il y a un endroit dans le nord de l'Afrique que les soldats allemands de l'Africa Corps appelèrent Eulenbrand et que les soldats britanniques rebaptisèrent avec une traduction presque littérale Hellfire Pass, le col du feu de l'enfer. En français, le col de Halfaya. C'était une fissure dans l'escarpement qui descendait du plateau libyen jusqu'à la plaine côtière près de Solom. Par ce col devait passer toute force qui souhaitait traverser la frontière entre la Libye et l'Égypte par la route côtière. Celui qui le contrôlait la porte. En juin 1941, le capitaine Wilhelm Bach, un pasteur protestant de Mannheim, qui était entré dans l'armée et s'était révélé être l'un des commandants de position les plus tenaces de toute la campagne, défendait Halfaya avec le 1er bataillon du 104e régiment de grenadiers Panzer, une batterie italienne d'artillerie sous le commandement du major Riccardo Pardi, et l'élément qui allait changer la bataille, une batterie de canons anti-aériens de 88 mm. Le 88 mm était l'arme que les Allemands avaient apportée en Afrique sans imaginer tout à fait ce dont elle serait capable. Conçu comme canon anti-aérien pour atteindre des objectifs à 8000 mètres d'altitude, ces projectiles perforants avaient assez d'énergie cinétique pour traverser le blindage de n'importe quel char en service en 1941 à des distances allant jusqu'à 2000 mètres. Les chars Matilda britanniques, avec leur blindage frontal, de 78 mm considérés comme impénétrables pour l'artillerie anti-char conventionnelle, étaient détruits avec la même facilité qu'un Panzer I. Les Allemands avaient découvert cette propriété presque accidentellement lors de la campagne de France, lorsqu'une batterie anti-aérienne installée sur une colline s'était défendue contre une attaque blindée par instinct de survie. Le 15 juin 1941, l'opération Battle Axe, la tentative britannique de briser le siège de Tobrouk, arriva au col de Halfaya. La 4e division indienne, appuyée par la 4e brigade blindée avec ses chars Matilda Mark II, avança contre les positions allemandes. Le capitaine Bach ordonna que personne ne tire avant d'avoir les chars presque sur eux. Les hommes dans leurs tranchées virent avancer la poussière, puis les contours noirs, puis les silhouettes nettes des Matilda,
qui avançaient avec une confiance qui reflétait leur foi en un blindage qu'aucune artillerie anti-char connue ne pouvait pénétrer. L'infanterie indienne avançait derrière, aussi imperturbable que lors d'un défilé, selon le témoignage d'un soldat allemand recueilli par Carrel, convaincu que les positions allemandes avaient été détruites par le feu d'artillerie préalable. Le 88 ouvrit le feu à 3500 mètres. Les tourelles des Matilda volèrent à plusieurs mètres dans le sable. Les soldats allemands dans leurs tranchées, qui avaient passé des jours inquiets à cause des rumeurs sur l'invulnérabilité du Mark II, virent de leurs propres yeux que le canon les traversait comme s'ils étaient en carton. Le capitaine capturé dans les chars détruits demanda à voir le 88. Quand il le vit, il secoua la tête. Il n'a rien qui le distingue, mais rien ne peut lui faire face. Ce sera la perte du Mark II. Il avait raison. La position la plus au sud du front de Sollum, le point 208, tenu par la première compagnie Oasis et le lieutenant Zimmer, avec sa batterie de 88, repoussa l'attaque de 70 chars de la 7e brigade blindée ce même jour. 28. Matilda restèrent détruits devant le point. Le lieutenant Polvitch, commandant de la position, avait fini de se raser exactement quand les chars traversèrent le périmètre et avait donné l'ordre d'attendre de les avoir presque à l'intérieur. Quand Zimmer lui demanda quand tirer, Polevitch lui répondit « Je suggère que nous laissions passer les premiers. » Les pertes allemandes à Halfaya durant toute l'opération Batlax, 93 morts, 235 disparus, 350 blessés et 12 chars détruits. Les pertes britanniques, 122 morts, 259 disparus, 599 blessés et plus de 100 chars détruits. Churchill écrivit dans ses journaux le 17 juin. Ce jour-là, tout a mal tourné. Ce qui rendit le 88 légendaire ne fut pas seulement sa puissance de feu. Ce fut comment Rommel l'utilisait. Enterré jusqu'à la gueule de la pièce, camouflé avec des filets, situé dans des positions d'arrière-garde où les chars alliés ne le découvraient que lorsqu'il était déjà trop tard pour manœuvrer. Les Allemands développèrent en plus une tactique de leur. Ils provoquaient les chars britanniques avec le feu des Panzer III pour qu'ils chargent, les attiraient vers des positions cachées de 88 et les détruisaient quand ils étaient déjà à portée efficace et sans possibilité de recul. La tactique fonctionna pendant plus d'1 an avant que les commandants alliés n'apprennent à la reconnaître. Il y a une chanson qui résonne à 21h57, heure d'Europe centrale, tous les soirs depuis la station de radio militaire allemande à Belgrade. C'est l'heure où les hommes, dans leurs tranchées, dans leurs chars, sous leurs camions, laissent ce qu'ils font et écoutent. Lili Marleen. Le poème était de Hans Leip, écrit en 1915 durant la Première Guerre mondiale. La chanteuse était Leila Anderson, qui l'enregistra en 1938 sans succès. En 1940, à Krefeld, les sous-officiers de la 2e compagnie de reconnaissance du 3e bataillon de cavalerie découvrirent le disque dans un café et l'adoptèrent comme leur chanson de caserne. L'un d'eux, le sous-officier Karl-Heinz Reinigen, promu lieutenant et affecté comme chef des émissions à Belgrade, apprit en mai 1941 que ses camarades étaient maintenant en Libye, intégrés à la 15e division Panzer. Il leur dédia la chanson à la radio. Ce qui suivit dépassa tout calcul de propagande. Dès le premier jour, les soldats allemands dans toute l'Afrique exigèrent de l'écouter chaque soir. Puis, les soldats italiens, puis les soldats britanniques, qui commencèrent à capter la station allemande à la même heure, attirés par une mélodie qui traversait les lignes sans passeport. Le journaliste de guerre Alan Moorhead écrivit dans sa African Trilogy « Non seulement les Allemands, mais les soldats britanniques réglaient leur poste de radio et l'écoutaient chaque soir. Partout dans le désert, on pouvait entendre des soldats britanniques siffler la mélodie. Les généraux alliés en vinrent à interdire à leurs officiers de la chanter ou de l'écouter. L'interdiction fut ignorée. Hitler n'aimait pas la chanson. Il la considérait comme trop sentimentale, peu martiale, inadéquate pour l'esprit guerrier. Les sentiments des soldats s'imposèrent sur la doctrine du régime et la chanson continua de résonner chaque soir à Belgrade à 21h57 pendant toute la campagne. Ce que la chanson capturait était quelque chose que l'historien et vétéran de guerre Paul Carrel décrivit avec précision. La campagne nord-africaine avait une qualité différente de tous les autres théâtres de guerre de la Seconde Guerre mondiale.
une qualité que les participants eux-mêmes reconnaissaient et qui influençait la façon dont ils combattaient et dont ils se traitaient les uns les autres. Le lieutenant Hans Schulz, du 15e bataillon d'infanterie motorisée, attaqua un convoi léger britannique le 24 juin 1942 près de la frontière égyptienne. Il trouva plusieurs soldats gravement blessés. Ses propres hommes sautèrent du véhicule et sortirent leurs pansements. Les soldats britanniques ne tirèrent pas. Quand, quelques minutes plus tard, apparut une autre colonne de camions britanniques, le lieutenant Schulz et le sergent britannique échangèrent un regard. Schulz ordonna à ses hommes de remonter. Il salua. Le sergent lui rendit le salut. Quelqu'un fit passer un paquet de cigarettes. Personne ne tira pendant qu'il s'éloignait. Carrel recueille des dizaines d'épisodes similaires. Les conventions de Genève furent respectées de manière extraordinaire dans les deux camps. Les blessés étaient évacués avant le combat par accord tacite. Les prisonniers recevaient de l'eau avant d'être internés. Rommel, quand il captura les commandos britanniques qui tentèrent de l'assaillir à Beda Litoria en novembre 1941, ordonna expressément que les survivants soient traités comme des prisonniers de guerre et non comme des partisans, ce qui aurait signifié leur exécution selon les ordres du Führer. L'officier britannique tombé lors de l'opération, le lieutenant-colonel Geoffrey Keyes, qui avait reçu la Victoria Cross à titre posthume, fut enterré avec les honneurs militaires complets au cimetière de Beda Litoria, aux côtés des 4 Allemands morts au combat. Cette différence qualitative avec le front de l'Est, où la guerre d'annihilation entre l'Allemagne et l'Union soviétique se livrait sans merci, sans prisonniers dans de nombreux secteurs, avec des massacres de civils comme politique délibérée, fit de l'Africa Corps l'objet d'une admiration que ses propres participants reconnaissaient comme inhabituelle. Le colonel Martinez de Merlon souligna que les soldats allemands de l'Africa Corps adoraient leur général. Le général Auchinleck émit un ordre explicite à ses troupes, interdisant de mentionner Rommel en termes élogieux, car le nom de l'ennemi était devenu un symbole d'invincibilité qui sapait le moral. Pendant les mois d'été 1941, le désert à l'est de Tobrouk resta dans un étrange suspense. Les positions allemandes et italiennes entouraient la ville par terre. Les navires australiens la ravitaillaient par mer. Dans le désert, entre la garnison assiégée et les lignes de l'Axe, se livraient de petites escarmouches presque quotidiennes. Au col de Halfaya, le major Bach, le pasteur de Halfaya, qui avait transformé sa position en une forteresse inexpugnable, tint bon avec des rations de 20 grammes de pain, une poignée de riz et une cuillère à soupe de raisins secs par soldat, pendant que les Britanniques tentaient 5 assauts différents sans y parvenir. Le capitaine Enecerus à Solum résista pendant 56 jours de combat continu avant de capituler le 12 janvier 1942, quand il ne restait plus que des traçantes à tirer. En se rendant, il ne trouva pas les mots. Il se détourna pour que ses hommes ne le voient pas pleurer. Le général Auchinleck remplaça Wavell comme commandant en chef du Moyen-Orient en juillet 1941. Il ordonna à son nouveau commandant de la 8e armée, le général Alan Cunningham, de préparer une offensive d'envergure. L'opération Crusader commença le 18 novembre 1941, surprenant Rommel, qui était ce jour-là à Rome 5 jours, avant qu'il ne prévoie lui-même de lancer sa propre attaque sur Tobrouk. Avant l'attaque, les Britanniques eurent un coup de chance extraordinaire. Le général Neumann Silkov, commandant de la 15e division Panzer, avait organisé une unité spéciale de service de transport pour l'assaut de Tobrouk, qui connaissait chaque bunker, chaque fosse, chaque batterie de la forteresse. Et Rommel avait dessiné de sa propre main un croquis détaillé du plan d'attaque avec les points de pénétration, les unités assignées, les positions de réserve et les heures zéro de chaque action. Ce croquis parvint par des canaux qui restent classifiés ou non vérifiés au général Auchinleck au Caire. C'était la main de l'ennemi dans une partie de cartes. Auchinleck et son officier de renseignement examinèrent le papier pendant des heures. Était-ce authentique ou un piège du renard du désert? La graphologie confirma que c'était l'écriture de Rommel. Les détails correspondaient aux renseignements disponibles. Auchinleck prit la décision. Accélérer ses propres préparatifs
et attaquer avant que Rommel n'attaque. Churchill fixa le 18 novembre comme date définitive. L'Africa Korps, à ce moment-là, avait environ 65 chars opérationnels dans chaque bataillon Panzer, 34 Panzer III et 10 Panzer IV. La 8e armée déployait 3 brigades blindées, la 4e avec les nouveaux Stuarts américains, la 7e avec des Crusaders et la 22e avec des Cruiser Mark IV. Les brigades Armored Tank, distinction cruciale, qui se perd souvent dans la traduction vers l'espagnol équipé du lourd Matilda, agissaient comme soutien de l'infanterie du 13e corps. Elles n'étaient pas interchangeables avec les brigades de chars de division. Les premières étaient là pour protéger l'infanterie des chars ennemis, les secondes pour les avancées rapides et les enveloppements. La confusion tactique qui suivit pendant 2 semaines fut, selon les mots des participants eux-mêmes, comme une bagarre d'aveugles dans une pièce remplie de meubles. Rommel, à un moment critique, après avoir détruit plusieurs brigades blindées britanniques près de Sidi Rezegh, prit une décision qui a déconcerté les historiens pendant des années. Au lieu de consolider sa position, il lança ses divisions Panzer dans un large contournement vers l'est, vers la frontière avec l'Égypte, espérant que la panique s'emparerait du commandement britannique. Le général Cunningham paniqua effectivement. Auchinleck non. Auchinleck prit la décision de le remplacer. Il mit Neil Ritchie à la tête de la 8e armée et ordonna de continuer l'offensive. Quand Rommel revint de sa chevauchée à travers le désert frontalier, il découvrit que les Britanniques n'avaient pas fui, qu'ils avaient récupéré des chars en panne à la différence de la mer. Le désert n'engloutit pas les chars détruits. Les ateliers de campagne pouvaient récupérer 15 ou 20 chars sur 50 détruits en quelques jours, et que la situation n'était plus celle qu'il avait laissée. Les pertes allemandes lors de Crusader furent sévères. Quand au début du mois de décembre, il devint clair que l'Africa Korps n'avait plus qu'un quart de ses chars opérationnels, Rommel ordonna la retraite jusqu'aux positions d'El Agheila. Les Italiens poussèrent des hauts cris. Il venait de récupérer la Cyrénaïque et ce général allemand les renvoyait en Tripolitaine. Mais Rommel sauva l'armée. Et par la suite, il garda le silence sur ce qu'il prévoyait pour la suite. Rommel ne dit rien. Ce fut le plus dangereux. À Essen, en janvier 1942, alors que les unités de la 8e armée se répartissaient et se réorganisaient en croyant que l'Africa Korps était épuisé et avait besoin de mois de récupération, Rommel recevait ses premiers renforts et gardait le silence. Il n'informa pas Berlin de ses plans. Il ne communiqua pas ses intentions à ses généraux italiens. Le premier renfort qui arriverait serait le signal. « Cette fois je me tais », dit Rommel à ses officiers. Personne ne va rien savoir pour que personne ne puisse les prévenir. Le 21 janvier 1942, il attaqua. L'offensive prit par surprise absolue la 8e armée qui n'avait laissé qu'une brigade sur le front. En 3 semaines, l'Africa Korps reconquit la Cyrénaïque et repoussa les Britanniques jusqu'à la ligne de Gazala, un système défensif de 65 km de long depuis la Méditerranée jusqu'à la boîte de Bir Hakeim, tenue par la 1re brigade française libre sous le commandement du général Marie-Pierre Koenig. La ligne de Gazala était articulée en boîte défensive, position circulaire, minée et avec des barbelés tenus par une brigade chacune, séparées par des bandes de désert ouverts. Derrière les boîtes se trouvaient des formations blindées de réserve. Le concept était solide en théorie. Les boîtes absorberaient les attaques pendant que les blindés contre-attaqueraient. En pratique, la séparation entre l'infanterie des boîtes et les blindés de réserve s'avérerait fatale. Rommel attaqua le 27 mai 1942 avec le code Venezia. À 14h, la 361e division composée en bonne partie d'ex-légionnaires français ayant intégré volontairement l'armée allemande attaqua de front la ligne nord. C'était une manœuvre de distraction. La manœuvre réelle commença à 20h30. 10 000 véhicules démarrèrent au compas et au tachymètre à la lueur de la lune, décrivant le grand arc sud autour de Bir Hakeim.
5 divisions avançant dans le désert sans route, avec les soldats les plus téméraires allongés sur les garde-boue avant pour guider les conducteurs à travers la poussière épaisse. « Step on it! Step on it !» criant-ils, puis un « halt !» soudain pour éviter une collision dans l'obscurité. À l'aube du 27, la surprise de l'Africa Korps se heurta à quelque chose que ses services de renseignement n'avaient pas détecté. Les chars Grant américains. Le M3 Grant, avec son canon de 75 mm dans une monture de caisse et non en tourelle, pouvait détruire un Panzer III à 1800 mètres. Le Panzer III répondait efficacement jusqu'à 1000 mètres. La différence de 800 mètres dans la portée efficace était la différence entre vivre et mourir. Le capitaine Kümmel, le lion de Capuzzo, avança avec le 8e régiment Panzer et reçut des impacts qu'il ne comprenait pas. Il leva ses jumelles. Ces silhouettes ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu. Les chars s'arrêtaient et tiraient avec une précision qui à cette distance devrait être impossible pour l'armement allemand connu. Un Panzer III reçut un impact direct. Un autre. Le commandant de la compagnie demanda par radio l'identification de l'ennemi. C'était 224 Grant. Les Allemands eux-mêmes reconnurent qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient arrivés. L'Africa Korps passa des jours dans une situation qui frôla la catastrophe. Le 28 mai, Rommel se trouvait complètement entouré avec son état-major. Les transports de l'Africa Korps fuyant dans toutes les directions devant les blindés alliés et sans artillerie de soutien car les batteries ne pouvaient pas suivre le rythme de l'avancée. Le colonel Volz réunit les seuls canons de 88 disponibles, 3 d'entre eux provenant de la batterie antiaérienne de l'état-major du corps, et construisit un mur de feu de 2 km face aux chars alliés. Dans cette improvisation naquit l'une des tactiques définitoires de l'Africa Korps, la ligne de 88 comme contention anti-chars d'urgence qui sauverait le corps d'armée à ce moment-là et à plusieurs autres reprises durant les mois suivants. Bir Hakeim résista 16 jours. Les soldats de la France libre, beaucoup d'entre eux étant des réfugiés espagnols de la guerre civile qui avaient trouvé dans l'armée française libre une façon de continuer à lutter contre le fascisme, endurèrent les bombardements de la Luftwaffe et les attaques d'infanterie motorisée sous une chaleur qui rendait les armes trop brûlantes pour être touchées à main nue. Le général Koenig reçut l'ordre de rupture le 11 juin. Plus de 2700 des 3600 hommes s'échappèrent dans la nuit. Le 21 juin 1942, Tobrouk tomba. Au centre des opérations de la forteresse de Tobrouk, la garnison de plus de 33 000 hommes résistait depuis 9 mois quand les Allemands brisèrent les défenses le 20 juin 1942. Rommel avait appris de ses échecs précédents. Cette fois, il n'envoya pas de colonne vers les points forts connus. Il identifia un secteur de la défense sud où le périmètre miné était moins profond, le bombarda avec la Luftwaffe et l'artillerie pendant des heures et lança les divisions Panzer directement vers l'intérieur de la forteresse avant que les défenseurs ne puissent se réorganiser. La ville tomba le 21 juin 1942. Le commandant de la garnison, le général Hendrik Klopper, se rendit à l'aube. Ce jour-là, Winston Churchill se trouvait à Washington en réunion avec le président Roosevelt. Un fonctionnaire de la Maison-Blanche s'approcha avec un télégramme pendant que les deux dirigeants conversaient. Churchill lut. Tobruk s'est rendu avec une garnison de 33 000 hommes. Roosevelt observa le visage de Churchill qui ne scia pas extérieurement et lui demanda « Que pouvons-nous faire pour vous aider ?» Dans ses mémoires, Churchill écrivit que ce fut l'un des moments les plus humiliants de sa vie publique. La victoire de Tobrouk valut à Rommel le bâton de maréchal de camp. À 49 ans, il devint le maréchal de camp le plus jeune de l'armée allemande et le 6e dans la hiérarchie active. Devant lui en préséance ne restaient que Brauchitsch, Keitel, Bock, Klug et Leb, et tous avaient été relevés ou étaient dans une situation ambiguë. En 6 mois, le général-lieutenant le plus moderne de l'armée allemande était devenu l'un des personnages militaires les plus célèbres au monde. Sur la plage de Tobrouk, le général Nering et le colonel Bayerlein célébrèrent la victoire par une baignade dans la Méditerranée. Alors qu'ils entraient dans l'eau, 2 soldats britanniques évadés de la forteresse les braquèrent avec des revolvers. Nering les désarma calmement
écouta leur histoire et les laissa partir vers le désert. Le lieutenant Bailey et le sergent Norton atteignirent les lignes britanniques 38 jours après une marche le long de la côte. Leur histoire enrichit l'histoire de la 8e armée avec l'un de ses épisodes les plus célèbres. Au quartier général allemand, l'ambiance était à l'euphorie. Rommel ordonna immédiatement d'avancer vers Alexandrie sans pause. Kesselring vola depuis Rome pour en discuter. Le plan original, convenu entre Hitler et Mussolini, établissait qu'après Tobrouk, l'armée Panzer devait s'arrêter à la frontière égyptienne pendant que les forces aériennes et navales se concentraient pour prendre Malte. Rommel s'y opposa. Hitler télégraphia à Mussolini. Duce, la déesse des victoires, ne sourit qu'une fois. Malte resta sans être attaquée. Les lignes de ravitaillement continueraient d'être sous menace. Et l'Africa Corps avança vers Alexandrie. Les colonnes de l'Axe traversèrent la frontière égyptienne le 23 juin 1942. Au Caire, les papiers brûlaient. Le « mercredi des cendres » au quartier général britannique, c'est ainsi que le personnel de l'ambassade l'appela vit comment des documents classifiés sortaient en colonnes de fumée visibles depuis les toits environnants. Benito Mussolini vola de Rome vers la Libye avec son cheval blanc, anticipant le défilé victorieux sur le Nil. Les divisions allemandes avançaient à un rythme qui rendait ce fantasme réalisable. La première unité d'avant-garde, le Brielle Kampfgruppe du capitaine Brielle, avec ses canons de 40 mm, 50 mm et 4 batteries de 10, 5 cm, reçut l'ordre de Rommel d'avancer jusqu'aux abords d'Alexandrie sans s'arrêter. Brielle arriva jusqu'à El Daba, à 100 km de la ville, avant que l'épuisement des hommes et la défaillance des véhicules ne l'arrêtent. Depuis sa position, la distance jusqu'à Alexandrie était de 60 km, mais les chars étaient à bout. Les hommes combattaient depuis des semaines sans véritable repos. L'Africa Corps avait à ce moment-là moins de 60 chars opérationnels. Au total, Rommel le reconnut dans ses rapports comme pas plus de 60 panzers et pas plus de 4000 fantassins avec des appuis-feu très limités. Et les lignes de ravitaillement s'étiraient maintenant sur 800 km jusqu'à Tripoli, plus les centaines additionnelles jusqu'à la frontière. Auchinleck assuma directement le commandement de la 8e armée, remplaçant Ritchie. Sa stratégie était simple, ne pas reculer vers Alexandrie, ne pas traverser le canal de Suez, défendre la position d'El Alamein où la géographie rendait impossible le mouvement enveloppant romelien. La première bataille d'El Alamein dura du 1er au 27 juillet 1942. Rommel attaqua avec ce qu'il avait contre une position préparée, appuyé par l'artillerie du Moyen-Orient tout entier, avec les nouveaux Grant dans des positions défensives qui tiraient depuis des distances où les Panzer III ne pouvaient pas répondre. Les 88 sauvèrent l'Africa Corps plusieurs fois encore. Mais chaque combat consommait des chars et des hommes qui ne pouvaient plus être remplacés avec la même rapidité. Auchinleck freina l'Africa Corps. Puis Churchill le remplaça. Le Premier ministre voyagea personnellement au Caire en août 1942. Il nomma le général Harold Alexander commandant de tout le Moyen-Orient. Il choisit le général W.H.E. Gott pour la 8e armée. Gott mourut le 7 août quand son avion de transport fut abattu par un Bf-109 allemand, 4 jours après sa nomination. C'est alors qu'arriva Bernard Law Montgomery. La troupe rit quand elle le vit arriver. Bernard Law Montgomery avait 54 ans. Il était de taille moyenne, mince, avec un visage effilé qui n'invitait pas à la camaraderie immédiate. Il arriva au quartier général de la 8e armée le 13 août 1942 avec des shorts et un béret à double insigne, un détail de protocole qu'aucun général normal ne porterait ainsi. Il paraissait excentrique. Les vétérans du désert, qui avaient vu passer des généraux avec beaucoup plus de prestance physique, le regardèrent avec scepticisme. Montgomery était né en 1887, fils d'un évêque anglican. Il servit durant la Première Guerre mondiale, où il fut blessé à la poitrine par un tireur d'élite à Ypres et resta si près de la mort qu'il fut inclus dans la liste des pertes avant de survivre. Cette expérience de la guerre des tranchées, le carnage des attaques mal préparées, les pertes dues à l'incompétence du commandement, marqua sa philosophie militaire pour toujours. Ne jamais lancer une attaque sans une supériorité écrasante de moyens,
ne jamais improviser ce qui peut être planifié, ne jamais exposer les soldats à une bataille qui n'est pas gagnée avant de commencer. Là où Rommel était intuitif et opérait depuis la ligne de feu elle-même, Montgomery était tout le contraire. Un planificateur rigoureux qui croyait qu'aucun commandant ne devrait être au front si cela l'empêchait de voir le champ de bataille complet. Il restait à son quartier général. Il pensait, il construisait le plan, et ensuite il l'exécutait sans s'en détourner. La première chose qu'il fit fut de brûler les plans de retraite qu'il trouva sur la table du quartier général. Littéralement, il ordonna qu'aucun plan de retraite ne soit plus rédigé. La position d'El Alamein serait défendue là où elle se trouvait ou ne serait défendue nulle part. La deuxième chose qu'il fit fut de réorganiser la 8e armée. Les chars cessèrent d'opérer comme des brigades indépendantes que Rommel pouvait isoler et détruire en détail. Ils furent intégrés à l'infanterie sous un commandement unifié. L'artillerie que Montgomery considérait comme l'arme décisive de la guerre moderne reçut une priorité absolue en matière de planification et de ressources. Il établit un protocole d'entraînement et d'exercice qui parut absurde à des officiers qui étaient en combat continu depuis 2 ans. Pour Montgomery, la 8e armée qui avait lutté n'était pas l'armée dont il avait besoin. Il devait en construire une nouvelle sur les os de l'ancienne. Et il attendit. Avec toute la sérénité qui désespérait Churchill, il attendit. Quand Rommel attaqua Alam el-Halfa à la fin du mois d'août 1942, ce qui serait sa dernière tentative pour contourner la position d'El Alamein par le sud Montgomery, savait déjà exactement ce qui arrivait. Les services de renseignement de la 8e armée, alimentés par l'opération Ultra qui déchiffrait les messages codés de l'Afrika Corps, fournissaient des informations détaillées sur les mouvements de l'axe. Alam el-Halfa attendait Rommel avec des champs de mines denses, des positions d'artillerie préparées et des chars Grant dans des positions défensives depuis lesquelles le canon de 75 atteignait les Panzer III avant que ceux-ci ne puissent entrer à portée efficace. Les Allemands et les Italiens subirent des pertes sévères et reculèrent. Rommel tomba malade, hépatite infectieuse, pression artérielle élevée, épuisement. Il retourna à Wiener Neustadt pour se rétablir. Le général Georg Stumme prit le commandement de la Panzerarmee Afrika. Montgomery continua de construire. Le long du front de 50 km qui allait d'El Alamein jusqu'au bord nord de la dépression d'El Katara, les sapeurs de l'Axe passèrent le mois d'octobre à semer des mines. 1 demi-million de mines. Ils les appelaient les jardins du diable. C'étaient des bandes d'entre 7 et 8 km de profondeur, avec des mines antipersonnelles et anti-chars mélangées. Les Allemands les appelaient « œufs du diable », petites, à pression, avec des détonateurs si sensibles que le mouvement de sable causé par une explosion proche pouvait les activer. Les ingénieurs allemands développèrent le schéma de dispersion pour maximiser les pertes parmi le personnel de déminage. Des mines anti-chars entourées de mines S Jumping Betties qui sautaient lors de l'activation pour exploser à hauteur de taille. L'extraction manuelle était un travail d'horloger réalisé à genoux dans l'obscurité, sous le feu. Derrière les jardins du diable attendaient les 2 divisions Panzer comme réserve mobile, protégées par des batteries d'artillerie et des chaînes défensives d'infanterie. La force de l'Axe au début de la bataille était de 103 000 hommes, 49 000 Allemands et 54 000 Italiens, avec 548 chars de combat, 552 canons de campagne, 1063 canons anti-chars, 7000 véhicules et 350 avions. La Panzerarmee Afrika était figée en position défensive, sans carburant pour de grandes manœuvres, sans possibilité de renfort significatif depuis Berlin. L'opération bleue sur le front russe absorbait toutes les réserves, sans l'initiative qui avait été l'arme la plus efficace de Rommel. La force alliée que Montgomery avait construite pendant 10 semaines était tout autre chose. 220 000 hommes, 1230 chars de combat, plus de 1200 canons de campagne, 1451 canons anti-chars, 13 000 véhicules blindés et semi-blindés, 1585 avions contre les 350 de l'Axe. Les Sherman M4 américains, 224 d'entre eux, arrivaient en convoi depuis les États-Unis avec leurs canons de 75 mm à haute vitesse, dotaient plusieurs brigades blindées.
Les Allemands eux-mêmes, selon des témoignages recueillis par Karel, affirmèrent ne pas savoir qu'ils étaient arrivés. Mais les Allemands disposaient aussi des premiers Panzer IV à canon long, le même calibre de 75 mm, bien qu'en nombre moindre. Les régiments de grenadiers Panzer 125e, 104e, 382e et 433e étaient la colonne vertébrale de la défense. Ils avaient construit des positions avec des parapets de pierre et des sacs de terre, des champs de tir dégagés, des observatoires enterrés. Les vétérans du 104e, qui étaient en Afrique depuis presque 2 ans et avaient combattu d'El Agheila jusqu'à El Alamein en passant par Al-Faya, Tobrouk et Gazala, étaient probablement les soldats d'infanterie les plus expérimentés de tout le théâtre africain de guerre. Et Rommel était en Autriche, malade, en convalescence. La Panzer Armée Africa, la plus puissante de l'histoire de la campagne, face à la 8e armée la plus puissante de l'histoire de la campagne, et le général qui l'avait construite n'était pas là. À 21h40 du 23 octobre 1942, le ciel au-dessus d'El Alamein se transforma en feu. Plus de 1000 canons britanniques ouvrirent le feu simultanément. Pendant 20 minutes, la plus grande concentration d'artillerie du théâtre africain de guerre battit les positions de l'Axe tout au long du front. Le grondement fut audible à Alexandrie, à plus de 100 km à l'est. Le sol vibrait. Les soldats allemands et italiens dans leurs tranchées gardèrent la tête basse et comptaient les secondes entre chaque salve, essayant de déterminer si le feu provenait de pièces fixes ou de batteries en mouvement, si le calibre était de campagne ou lourd, si une contre-batterie était imminente. C'était la signature de Montgomery. Non pas le coup de main de Rommel qui saisissait l'ennemi avant qu'il ne puisse réagir. C'était de la puissance brute organisée, calculée, accumulée pendant des semaines de préparation logistique et déployée à l'instant exact que Montgomery avait décidé des mois auparavant. Rommel attaquait avec ce qu'il avait. Montgomery attaquait avec ce dont il avait besoin. Le plan d'attaque de la 8e armée dénommée Opération Lightfoot avait été affiné pendant des semaines. Le 30 corps, avec 5 divisions d'infanterie, la 9e australienne du général Morshead au nord, la 51e des Highlands sous le commandement du général Wimberley, la 2e néo-zélandaise de Freyberg, la 1re sud-africaine et la 4e indienne, attaqueraient dans le secteur nord pour ouvrir 2 couloirs à travers les champs de mines. Le 10e corps blindé, avec les divisions 1re et 10e blindées et plus de 700 chars, pousserait à travers ces couloirs pour atteindre le terrain libre de l'autre côté et détruire les réserves blindées de l'Axe en rase campagne. C'était une bataille d'infanterie. Montgomery l'avait décidé ainsi dès le début. Son raisonnement était le suivant. Ce qui maintenait toute la position défensive de l'Axe était l'infanterie allemande. S'il la détruisait bataillon par bataillon, la position s'effondrerait de l'intérieur. C'était l'opposé de la guerre de mouvement rommelienne. Un carnage méthodique, terrible, délibéré. Le travail des sapeurs du Royal Engineers fut épique et silencieux. Ils avançaient dans les couloirs à 4 pattes, sondant le sable avec des baïonnettes, extrayant les mines une à une, travaillant sous le feu de contre-batterie allemand qui cherchaient les couloirs avec une précision systématique. Les soldats d'infanterie suivaient les sapeurs à une distance d'1 mètre. Les chars du 10e corps suivaient l'infanterie. Tout avançait à la vitesse du pas d'homme parce que les sapeurs ne pouvaient pas aller plus vite. La colonne s'étendait sur des kilomètres vers l'arrière dans l'obscurité, immobile, sous le feu. Dans le secteur de la 382e division de grenadiers Panzer, les bataillons italiens intégrés 1er/62e, 2e/62e et 3e/62e abandonnèrent leur position dès le premier assaut. Le capitaine Krupfgans et son bataillon allemand restèrent exposés à l'attaque combinée de la 9e australienne et de la 51e des Highlands, avec les chars alliés apportant un soutien d'artillerie et mitraillant les positions à courte distance. Les grenadiers répondirent avec des grenades à main et des pistolets mitrailleurs. La capacité de ces bataillons à absorber les coups était extraordinaire. Mais chaque heure, les morts étaient plus nombreux, et les hommes moins nombreux pour couvrir le même périmètre. Le commandement de la Panzer Armée Africa, ce 23 octobre, fut marqué par une tragédie inattendue. Le général Stumm, aux commandes en l'absence de Rommel, voulut suivre la tradition rommelienne d'être en première ligne. Avec le colonel Buchting, il partit en voiture vers le front aux positions du point 28. Ils tombèrent dans une zone de feu de mitrailleuses et d'artillerie anti-chars. Buchting reçut un impact fatal à la tête.
Le conducteur essaya de sortir la voiture de la zone de feu. Stumm, qui avait sauté à l'extérieur du véhicule, s'accrocha à la voiture en marche. Le conducteur ne le vit pas tomber. Quand une patrouille du 1er bataillon du 125e régiment arriva sur les lieux, ils trouvèrent le général dans le sable. Il était mort d'un arrêt cardiaque, probablement sous le choc du combat. La Panzer Armee Afrika était sans commandant au premier jour de la plus grande offensive que le théâtre africain ait connue. Le général Ritter von Thoma prit le commandement. Cette même nuit, depuis l'état-major à Wiener Neustadt, un message urgent partit vers l'Autriche. Rommel devait retourner en Afrique immédiatement. À 7h50 le 25 octobre 1942, Erwin Rommel se tenait debout à côté de son Heinkel, chez 111 immatriculé DHIK-A, sur l'aérodrome de Wiener Neustadt. Son pilote, le lieutenant Giesen, discutait encore avec le météorologue. Il n'y avait pas d'autorisation de décollage par danger de glace à 5500 mètres d'altitude. « Nous décollons », dit Rommel. L'équipage, l'opérateur radio Hahn, l'ingénieur Wolf, l'observateur Sadrich et Giesen lui-même échangea des regards. Ils décollèrent vers Rome. De Rome, un dornier d'eau, 217, les emmena à Héraclion, en Crète. Depuis la Crète, l'avion atterrit à El Daba à 17h20. Rommel monta immédiatement dans un Fissler Storch et survola le front avant la tombée de la nuit. Ce qu'il vit depuis les airs, les colonnes de fumée, l'étendue des combats dans le secteur nord, la densité des explosions, lui en dit assez avant que Westphal n'ouvre la bouche pour lui donner le rapport de situation. Au matin du jour 26, le général Ritter von Thoma lui remit le compte rendu détaillé. Il le conclut par ces mots. « La position, monsieur le feldmaréchal, s'est gravement détériorée. L'écrasante artillerie ennemie a détruit nos jardins du diable. Nous avons pu arrêter l'ennemi, mais pas le repousser. La situation du carburant est critique. Les attaques d'artillerie et les bombardements répétés ont décimé nos troupes. Seuls 31 chars sont opérationnels dans la 15e division Panzer. » Rommel étudia la carte, la main sur le menton et le sourcil froncé. Il ordonna de concentrer toutes ses forces mobiles dans le secteur nord pour une contre-attaque. Mais il hésita à retirer la 21e division Panzer de la réserve sud. Il ne pouvait pas écarter la possibilité que Montgomery lance aussi une attaque dans ce secteur. C'était exactement ce que Montgomery avait calculé, disperser les réserves allemandes tout au long du front jusqu'à ce qu'aucun point n'ait une masse critique suffisante pour contre-attaquer. Les jours 25 et 26, les attaquants australiens et des Highlands continuèrent de pilonner la ligne nord. Le point 28, une misérable ondulation de sable qui ne mesurait pas plus de 2 mètres au-dessus du niveau du désert environnant, devint l'axe de la bataille. Il changea de main 3 fois. La 9e division australienne subit des pertes que Morshead qualifia de plus lourdes de toute la guerre australienne en Afrique. Le 27 octobre, Rommel prit la décision de retirer la 21e division Panzer du Sud et de la lancer contre le secteur nord en contre-attaque. La contre-attaque fut repoussée par l'artillerie du 10e corps et par les nouveaux Sherman en position défensive. 400 chars alliés contre 80 Allemands et Italiens. Le lieutenant Hort, du 31e régiment d'artillerie blindée, observait depuis son camion blindé comment les Sherman avançaient en laissant des traces de feu. Depuis sa position, il transmettait par radio les coordonnées pour l'artillerie. Ces batteries tirèrent jusqu'à ce que les canons chauffent au rouge. Montgomery observait depuis son poste de commandement. Il pressa là où il trouva de la résistance. Il changea l'axe d'attaque quand la situation l'exigea. Il eut des problèmes avec ses propres généraux. Les commandants du 10e corps retardaient l'avancée des blindés pour les protéger des pertes, et Montgomery les menaça de les remplacer en pleine bataille. Mais le plan resta intact. Le 31 octobre, il lança l'opération Supercharge. Une nouvelle attaque dans le secteur nord, avec 1 heure de bombardement d'artillerie de préparation, l'infanterie australienne attaquant de face et sur le flanc, et les blindés suivant la brèche. Le 1er novembre, les chars britanniques étaient sur la route côtière, 400 chars alliés contre 35 Allemands et Italiens opérationnels. Le 2 novembre 1942, à 13h, le colonel Siegfried Westphal mangeait au quartier général de l'armée Panzer, entouré de cartes et de téléphones, quand l'aide de camp fit irruption avec un papier à la main. Un ordre du Führer, Herr Oberst. Westphal lut.
Il le jeta sur la table. Maintenant, ils sont devenus complètement fous là-bas. Rommel arriva quelques minutes plus tard dans son char de commandement. Westphal lui remit le télégramme en silence. Le texte disait « Moi, votre Führer, et le peuple allemand avons pleine confiance en votre personne comme chef et dans la valeur des soldats allemands et italiens qui livrent une bataille défensive héroïque sous votre commandement en Égypte. Dans la situation où vous vous trouvez, aucune autre pensée n'est possible que celle de tenir ferme et de jeter chaque arme et chaque homme qui combat dans la bataille. Malgré sa supériorité, l'ennemi arrivera au bout de ses forces. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'une volonté plus forte triomphe de bataillons ennemis plus puissants. Vos troupes n'ont d'autre chemin ouvert que la victoire ou la mort. Adolf Hitler. Rommel lut le télégramme. Il se tourna et regarda par la fenêtre. Ses officiers virent les muscles de son visage se crisper. La discussion qui suivit pendant plusieurs heures entre Rommel et Westphal fut l'une des scènes les plus extraordinaires de la guerre en Afrique. Westphal, homme analytique, argumentait que l'ordre devait être ignoré, que c'était une harangue propagandiste envoyée sans pleine connaissance de la situation réelle, que l'accomplir signifiait la destruction de l'armée. « C'est la sentence de mort de l'armée, monsieur », dit le colonel. Rommel écouta tous ces arguments. « Je suis un soldat », répondit-il. La nuit du 4 novembre, après avoir ordonné de se battre jusqu'à la dernière cartouche, Rommel prit la seule décision qui pouvait éviter l'anéantissement total. Il ordonna la retraite. Ce matin-là, le général Ritter von Thoma était apparu devant Bayerlein avec toutes ses décorations arborées, chose insolite dans le désert africain, où les officiers ne portaient normalement que l'indispensable. « Bayerlein » dit von Thoma à voix basse. « L'ordre du Führer est une folie, c'est la sentence de mort de l'armée. Comment vais-je l'expliquer à mes hommes ?» Il ordonna à Bayerlein d'aller à El Daba pour établir le poste de commandement. « Moi, je reste ici et je dirige la défense du Tel El Mamsra en personne. » Et il ajouta, avec une résignation qui ne cachait pas l'ironie, comme l'ordonne Rastenburg. Bayerlein pensa tout en s'éloignant. « Le général veut-il mourir ?» À 11 heures, l'aide de von Thoma arriva au poste de commandement de Bayerlein. Le général m'a renvoyé avec l'équipement radio. Il dit qu'il n'a plus besoin de moi. À Tel El Mamsra, nos chars, l'artillerie anti-chars et la flak ont été détruits. Je ne sais pas ce qui est arrivé au général. Bayerlein sauta dans son char de reconnaissance et avança vers l'est sous un feu de grenades. Sur la crête des dunes, il trouva un enfer. Des chars brûlés, des canons détruits, des morts dans toutes les directions. Et au milieu de tout cela, debout à côté d'un panzer en flammes sous une pluie de feu, la silhouette haute et osseuse du général Ritter von Thoma, seul, droit, attendant. Les chars Sherman britanniques l'avaient entouré en demi-cercle. Von Thoma, 20 fois blessé entre les deux guerres mondiales, décoré de la médaille bavaroise de la valeur lors de la Première Guerre mondiale, vétéran de la guerre civile espagnole et de Russie, attendait debout pendant que le feu brûlait autour de lui. Bayerlein ne pouvait pas l'atteindre. Le brigadier général John Harding du 10e corps fit arrêter son char et descendit pour le recevoir. Cette nuit-là, von Thoma dîna avec Montgomery. Le 3 novembre 1942, le lieutenant Ralph Ringler, aux commandes de la 10e compagnie du 104e régiment de grenadiers Panzer, écrivait dans son journal depuis une tranchée sur la route du télégraphe entre Sidi Abd el-Rahman et la côte. 3 novembre 1942, j'ai faim et froid. Le caporal Franken a été déchiqueté par une bombe. Le soleil traverse la fumée. Le froid est passé, mais la faim demeure. Et maintenant, en plus la soif. Nous sommes ici, quelques grenadiers dans nos trous. Tous les 20 mètres, en certains endroits à 50, il y a quelques hommes. 2 canons anti-chars, c'est tout. La compagnie numéro 9 doit être quelque part à gauche. À 8 kilomètres, il y a la mer et derrière nous, rien. Et au sud, rien. Et devant nous, une armada de chars. 4 chars s'approchèrent de sa position. L'antichar était en panne. L'opérateur travaillait désespérément sur la culasse. Le premier char passa sur le poste de mitrailleuse adjacent, tourna dessus, écrasa la tranchée et enterra vivants les 2 hommes qui s'y trouvaient. Le deuxième s'arrêta devant la position de Ringler. Il jeta une grenade à main contre la tourelle. La grenade rebondit et éclata sans effet.
Le commandant du char le regarda depuis l'écoutille ouverte et lui fit le geste d'un arbitre de boxe indiquant « presque mais non ». Et il continua sa route. Sur le côté gauche de la position, 5 de ses hommes couraient les mains en l'air vers un char britannique. Le sergent-major de la compagnie, arrivé du front russe seulement quelques jours plus tôt, menait le groupe. Ses nerfs avaient lâché. « Est-ce qu'aujourd'hui sera aussi ma fin ?» écrivit Ringler. C'était cela l'Africa Korps, le 3 novembre 1942. Rommel ordonna la retraite ce même jour. Le 6 novembre, transgressant de façon explicite l'ordre de victoire ou mort, la Panzer Armée Africa commença son repli vers l'ouest. Ceux qui entreprit cette retraite avaient 35 chars opérationnels, les restes de bataillons qui étaient entrés dans la bataille avec 800 hommes et en sortaient avec 200, et des colonnes de blessés, que les véhicules disponibles ne parvenaient pas à transporter tous à la fois. La pluie qui commença le 6 novembre embourba le désert et ralentit la poursuite alliée, ce qui permit au gros des Allemands d'échapper au piège. Montgomery fut critiqué par ses subordonnés pour ne pas avoir poursuivi avec assez d'agressivité. Il répondit qu'une armée qui vient de livrer 12 jours de combat continu a besoin de se réorganiser avant de poursuivre. Il avait probablement raison. Il les aurait aussi probablement tous attrapés s'il avait poussé davantage. Nous ne le saurons jamais. Mais la fuite était illusoire. Le 8 novembre, alors que l'Africa Korps reculait à travers la Libye, sur les plages du Maroc et de l'Algérie débarquaient les troupes de l'opération Torche. Le piège s'était refermé par l'ouest. Le 23 janvier 1943, les troupes de la 8e armée prirent Tripoli. La ville avait été la base de ravitaillement principale de l'Africa Korps pendant 2 ans, le port par lequel étaient arrivés les chars, les hommes, le carburant, l'armement. La ville où le colonel Bayerlein avait passé des nuits à étudier des cartes avec Rommel et où le capitaine Meixner, chef du transport naval allemand, avait géré les convois que Malte attaquait sans relâche. Maintenant flottait le drapeau de la 8e armée. Pour les soldats de l'Africa Korps qui continuaient de combattre, la chute de Tripoli était l'annonce de quelque chose qu'ils savaient déjà en pratique depuis El Alamein, mais que beaucoup n'avaient pas formulé avec des mots. Cela était terminé. Rommel regarda vers l'ouest et vit une opportunité de frapper, avant que la tenaille ne se referme tout à fait. Les forces américaines qui avaient débarqué avec l'opération Torch étaient nombreuses mais inexpérimentées. Le 2e corps de l'armée des États-Unis, sous le commandement du général Lloyd Fredendall, contrôlait le secteur central de la Tunisie. Ces divisions n'avaient jamais combattu en campagne réelle. Ces officiers ne connaissaient pas les tactiques de guerre mobile du désert. Ils n'avaient pas vu comment les 88 détruisaient les chars à 2000 mètres. Ils n'avaient pas appris à lire le terrain pour anticiper les axes d'avancée allemands. Le col de Kasserine, un étroit couloir dans l'Atlas tunisien qui ouvrait l'accès aux positions arrière américaines dans la vallée de Sbeitla, était le point de pénétration idéal. Le 14 février 1943, l'Africa Korps et la 5e armée Panzer du général Hans-Jürgen von Arnim attaquèrent à travers Kasserine. Les Américains cédèrent. La première division blindée américaine perdit 112 chars en un seul jour. Les Allemands avancèrent de 80 km en 3 jours, capturant des dépôts entiers de provisions américaines, détruisant du matériel, causant plus de 6000 pertes parmi les morts, les blessés et les prisonniers. Les photographies prises après la bataille montraient des colonnes de Sherman détruites alignées sur la route de Kasserine comme dans une casse. Ce fut la plus grande défaite tactique des forces américaines sur le théâtre européo-africain de la guerre jusqu'à ce moment-là. Mais Rommel, une fois de plus, n'avait pas les ressources pour exploiter la victoire. Le 22 février, l'Africa Korps se retira de Kasserine. Rommel bifurqua vers l'est et attaqua Montgomery à Medellín le 6 mars 1943. Ce fut la dernière erreur. Les services de renseignement de la 8e armée avec Ultra opérant à plein rendement et les décodeurs de Bletchley Park travaillant sans pause savaient exactement quand Rommel allait attaquer, avec quelle force et par quel itinéraire. Montgomery déploya 810 canons anti-chars et 470 chars dans des positions préparées. Quand les 3 groupes de bataille allemands avancèrent à l'aube, ils trouvèrent le terrain semé de canons de 6 livres qui les attendaient en silence, pointés vers des secteurs soigneusement calculés.
l'Africa Korps perdit 55 chars à Medellín. Les Alliés n'en perdirent aucun. Le 9 mars 1943, Rommel quitta définitivement l'Afrique. Il s'envola pour Berlin afin d'expliquer au Führer en personne le désespoir de la situation. Hitler ne voulut pas l'écouter. Et Rommel ne retourna jamais en Afrique. Le commandement de l'Africa Korps passa au colonel général Hans-Jürgen von Arnim. Ce qui suivit durant les 2 mois restants fut la compression graduelle et brutale de ce qui restait de l'Axe dans l'extrémité nord-est de la Tunisie. La 8e armée attaquait depuis le sud-est. La première armée alliée, avec le 2e corps américain désormais sous le commandement du général George Patton après le désastre de Kasserine, puis du général Omar Bradley pressait depuis le nord-ouest. La 5e flotte aérienne alliée contrôlait le ciel. Les ports de ravitaillement de l'Axe étaient sous bombardement constant. Les sous-marins alliés patrouillaient le détroit de Sicile. Le groupe d'armées Africa resta comprimé à l'extrémité de la péninsule du Cap Bon et des monts environnants de Tunis, sans issue vers la mer, sans ports en fonctionnement, sans possibilité d'évacuation. Le commandement allemand considéra brièvement la possibilité d'évacuer par les airs les commandants les plus importants, comme cela avait été fait à Stalingrad, mais les chiffres étaient impossibles. Les avions de transport disponibles ne suffisaient pas pour 1% des troupes. Le 7 mai 1943, les unités américaines entrèrent dans Bizerte et les unités britanniques dans Tunis le même jour. Les transports de l'Africa Korps au Cap Bon tentèrent de traverser le détroit sur n'importe quelle embarcation qui flottait, barges, bateaux de pêche, équipements de plongée improvisés. La majorité fut capturée ou coulée par la Royal Navy. Le 13 mai 1943, le colonel général von Arnim fut capturé. Ce jour-là, les derniers restes de l'Africa Korps et des armées italiennes se rendirent en différents points du Cap Bon et des zones montagneuses environnantes. Les chiffres finaux se situèrent entre 230 000 et 275 000 hommes. La divergence est due à la confusion des derniers jours et aux différentes méthodologies de comptage. C'était la plus grande reddition de l'Axe dans la guerre jusqu'à ce moment-là, dépassant numériquement même Stalingrad. Le général Alexander télégraphia à Churchill « Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que la campagne de Tunisie est terminée. Tous les groupes d'armées ennemies ont été éliminés. » Rommel mourut le 14 octobre 1944, gravement blessé lors d'une attaque aérienne alliée en Normandie le 17 juillet de cette année-là. L'automobile dans laquelle il voyageait fut mitraillée par un Spitfire près de Livaro, et le conducteur perdit le contrôle en l'écrasant contre un arbre. Il se rétablissait dans sa maison à Erlingen, sur le Danube-Souabe, quand arrivèrent 2 généraux envoyés par Hitler, Hans-Georg von Klug et Wilhelm Burgdorf. L'accusation contre Rommel était sa relation avec la conspiration du 20 juillet 1944 qui tenta d'assassiner le Führer. La preuve réelle contre lui était circonstancielle. Certains des conspirateurs l'avaient mentionné comme possible chef de gouvernement d'une Allemagne post-Hitler, mais il n'existe aucun registre indiquant que Rommel ait donné son consentement explicite ni qu'il ait participé activement à la planification. Son secrétaire personnel, le sergent-major Albert Butcher, confirma plus tard que Rommel n'avait jamais appartenu au parti nazi malgré les pressions reçues durant toute sa carrière et que son dédain pour les organes politiques du régime était connu de son état-major. Hitler lui offrit l'alternative, le suicide par poison et des funérailles d'État, avec la promesse officielle qu'il mourut des suites de ses blessures subies en Normandie, ou un procès devant le tribunal populaire avec des conséquences inévitables pour sa famille. Rommel fit ses adieux à son épouse Lucie et à son fils Manfred. Il monta dans la voiture avec les 2 généraux. Une demi-heure plus tard, son corps fut remis à un hôpital de campagne avec le diagnostic d'un décès par complication de blessures de guerre. Les funérailles d'État furent retransmises à la radio. Hitler envoya une couronne. Von Rundstedt prononça l'éloge funèbre. Mais la construction du mythe Rommel avait commencé avant sa mort, et d'une origine qui aurait déconcerté le maréchal lui-même. À partir du blocus de Berlin en 1948 et avec la nécessité d'intégrer l'Allemagne à la défense occidentale de l'OTAN, les États-Unis avaient tout besoin d'un général allemand qui puisse servir de symbole d'un adversaire honorable pour faciliter la création de la nouvelle armée fédérale allemande, la Bundeswehr, qui mettrait 4 années de plus à se constituer. Rommel, qui ne s'était jamais affilié au parti, qui avait traité ses prisonniers selon la Convention de Genève,
qui mourut lié au mouvement qui tenta de renverser le régime et qui avait combattu sur le seul théâtre de guerre où aucun crime de guerre systématique ne fut commis, était le candidat parfait. En 1951 sortit Rommel, le renard du désert à Hollywood avec James Mason dans le rôle du maréchal. Le film montrait un général allemand avec une famille, avec des sentiments, capable d'embrasser son épouse à l'écran. Il provoqua des protestations parmi les secteurs les plus durs du public américain, qui brûlèrent certains cinémas en signe de protestation. Mais il remplit sa fonction politique. Il humanisa l'officier allemand dans l'imagination collective occidentale au moment précis où l'Allemagne devait être convaincue de se réarmer sous la bannière de l'OTAN. Montgomery vécut jusqu'en 1976 et publia ses mémoires en 1958, reconnaissant qu'El Alamein fut la bataille qui changea le cours de la guerre sur le théâtre occidental. Il écrivit sur Rommel avec un mélange de respect professionnel sincère et de compétition directe. Dans ses pages sur El Alamein, Montgomery souligna que la clé de la victoire fut l'artillerie, non les chars, et que n'importe quel commandant qui aurait eu la supériorité de moyens qu'il possédait aurait gagné. C'était une manière de s'enlever du mérite que ses subordonnés considérèrent comme excessivement généreuse envers Rommel et excessivement modeste envers lui-même. Il y avait probablement aussi une part de calcul politique dans cette impartialité. La différence entre les deux hommes et entre les deux armées qu'il commandait ne fut pas une question de courage. Le colonel Martinez de Merlon l'énonça avec précision. Rommel ne put jamais obtenir la défaite décisive de la 8e armée comme force combattante, malgré l'avoir encerclée, frappée, repoussée à plusieurs reprises vers l'est. Il en échappa toujours un noyau qui se réorganisa et revint. Montgomery l'écrasa, sans élégance tactique, avec une puissance matérielle qui détruisit ce qu'elle trouva devant elle. La différence fut une question de ressources et de temps. Le temps avait appartenu, à la fin, à Montgomery. Le désert d'El Alamein garde encore aujourd'hui les restes de ce qui s'est passé là-bas. Les archéologues militaires égyptiens continuent de trouver, dans des secteurs reculés qui n'ont jamais été totalement déminés, des armes, des véhicules rouillés, des munitions non explosées et des os de soldats qui n'ont jamais été identifiés. Les marques de roues des Panzers sur la roche du désert sont encore visibles dans certains secteurs, presque 80 ans plus tard. Le cimetière de guerre allemand d'El Alamein, inauguré en 1959, contient les restes de 4280 soldats dans des tombes identifiées. Dans 4594 autres tombes gisent des soldats sans nom. Les croix de basalte noir, au ras du sol, au lieu d'être verticales pour résister aux tempêtes de sable, s'étendent en rangées qui semblent ne pas finir. Le cimetière de guerre de la 8e armée, à quelques kilomètres de distance, compte 7240 tombes, australiens, néo-zélandais, sud-africains, indiens, anglais, écossais. Leurs noms sont gravés dans la pierre calcaire blanche que le vent a adoucie au fil des ans. Sur le champ de bataille même se trouve un monument peu visité, une dalle de granit avec une inscription en 3 langues qui rappelle qu'ici, en octobre et novembre 1942, s'est décidé le destin du nord de l'Afrique. Les touristes qui vont à El Alamein y vont normalement en voiture depuis Alexandrie lors d'une excursion d'une journée. Le paysage est aride, sans aucun trait dramatique. Le même désert plat et calciné où sont morts tous ces hommes. Il y a quelque chose que les archives d'après-guerre révèlent sur les derniers jours de l'Africa Korps qui est rarement mentionné. Quand les colonnes italiennes et allemandes se rendirent au Cap Bon en mai 1943, beaucoup de soldats allemands avaient combattu sans interruption pendant 26 mois. Ils avaient traversé la Méditerranée alors qu'ils étaient des conscrits ordinaires de 18 ou 19 ans. Ils en avaient maintenant 20 ou 21 et paraissaient beaucoup plus vieux. Les officiers alliés qui reçurent la reddition commentèrent dans leur rapport que les prisonniers étaient maigres jusqu'aux os, avec des uniformes en lambeaux à cause de l'usage, avec des expressions d'épuisement qui allaient au-delà de la fatigue physique. Paul Carrel recueille l'histoire des conducteurs de camions de l'Africa Korps qui réparaient 8 ou 10 crevaisons par jour sous le soleil, seuls dans le désert, sans que personne ne les mentionne dans aucun communiqué. Les sapeurs qui déminaient avec des baïonnettes la nuit sous le feu, les médecins de bataillon qui opéraient dans des tentes sans eau stérilisée ni anesthésie suffisante, le sergent-major Albert Butcher, secrétaire de Rommel, qui travaillait à la lueur de la bougie quand le courant du générateur de campagne tombait en panne. Et quelque part au milieu de tout cela,
le major Bache, le pasteur de Mannheim, lisant la Bible à ses hommes à Halfaya-Pass la veille de Noël 1941, pendant que les obus de 25 livres tombaient sur les tranchées de pierre. Sans arbre de Noël, sans ration spéciale, seulement le texte habituel et le bruit de la guerre. C'étaient les renards du désert. La moitié du monde se souvient d'eux. L'autre monde qui leur a fait face le mérite également.